Bonjour mes chers étudiants, j'espère d'abord que vous allez bien. Alors, inutile de vous rappeler qu'il faut continuer à se confiner, à se protéger, on n'a pas d'autre choix, l'heure est très grave. Mais bon, je ne suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour faire une vidéo suite au dernier chapitre que je vous ai envoyé par mail. J'espère d'abord que vous l'avez tous reçu. Alors ce chapitre, c'est le dernier du cours de réseau électrique qui s'appelle pollution harmonique, ou intitulé pollution harmonique. Alors pour la majorité, pour ne pas dire pour la totalité d'entre vous, c'est quelque chose que peut-être dont vous n'avez jamais parlé, dont vous n'avez jamais entendu parler. Mais bon, c'est pas du tout surprenant, vu que déjà les industriels le connaissent très très mal, et sans parler du grand public pour qui c'est carrément de la science-fiction. Mais avant d'expliquer ce que c'est que cette pollution harmonique, il faudrait savoir que pour suivre ce cours, vous avez besoin d'un certain nombre de connaissances mathématiques, notamment un chapitre très très important du semestre 3 intitulé Transformée de Fourier et décomposition en série de Fourier. Vous allez comprendre pourquoi. J'en ai parlé un petit peu dans le dernier chapitre d'électronique de puissance sur les onduleurs, où j'avais introduit, si vous vous rappelez, la notion de TDH, de harmonique, etc. Bon, mais toutes ces choses-là, je vais les rappeler. Alors, donc, une charge, on a donc deux types de charges, on a les charges dites linéaires et les charges non linéaires. Alors, un exemple très très simple de charge linéaire, c'est ce que vous avez devant vous sur la figure 1. Donc j'ai un dipôle RL, au borne duquel j'applique une tension sinusoïdale qui a une valeur efficace précise, une fréquence précise. Ben, ce dipôle va être parcouru par un courant sinusoïdal de même fréquence que celle de la tension U, de valeur efficace différente et déphasé par rapport à U. Alors ici il s'agit d'une charge inductive, donc un déphasage arrière. Mais ça, on n'est pas là pour parler de ce genre de choses. Alors donc ça c'est une charge dite linéaire, c'est-à-dire le courant et la tension ont des formes purement sinusoïdales. Donc là on ne peut pas parler d'harmonique. Si je fais une analyse spectrale du courant et de la tension, j'ai une seule composante fréquentielle, c'est, par exemple s'agissant de la fréquence du secteur, c'est à 50 Hz. Alors, par contre, un exemple très très simple, donc c'est ce qu'on les avait tous à la maison il y a 30 ans, ou il y a un peu plus peut-être, c'est les fameuses lampes de tungstène. Donc c'est des filaments qui sont parcourus par un courant électrique. Alors l'effet Joule fait que ces filaments chauffent, donc, et il émet de la lumière. Alors, très bien. Ça, c'est du passé. Aujourd'hui, on voit pratiquement, on rencontre plus ce genre de charges. On a plutôt aujourd'hui ce qu'on appelle des charges dites d'autres types de lampes d'éclairage. Donc, on a les fameuses LED aujourd'hui, les lampes économiques également, qui, elles aussi, ont fait leur temps. Donc, aujourd'hui, c'est carrément des lampes LED. Alors, ces lampes LED sont alimentées par une sorte d'aliment découpage, donc qui n'a rien à voir avec les lampes tungstène. Bon, on a également différents types de charges non linéaires à la maison, donc les chargeurs de batterie, les PC, tout le matériel bureautique et tout le matériel de téléphone. Donc, toutes ces charges-là sont des charges dites non linéaires. Ça, c'est au niveau domestique. Alors, au niveau industriel, on a ce qu'on appelle les variateurs qui entraînent par exemple les moteurs asynchrone, donc les variateurs de vitesse. Donc ces variateurs sont pourquoi ils constituent des charges non linéaires? Parce que ce sont des convertisseurs statiques, donc généralement on peut, ce que je vais expliquer en cours, donc un variateur de vitesse moteur asynchrone, donc c'est un redresseur, en gros, pour simplifier, un redresseur suivi d'un onduleur autonome. Alors, on n'a pas uniquement ça, il n'y a pas uniquement ça, il y a aussi donc tous les fours à induction, les fours à arc, les convertisseurs, d'autres types de convertisseurs. Donc toutes ces charges, donc comme je disais tout à l'heure, il y a 5 minutes, sont des charges dites non linéaires. Alors au niveau domestique, donc j'ai rappelé donc tout le matériel bureautique, les chargeurs de téléphone, les lampes économiques, les lampes LED, etc. Alors,
Mais d'abord, pourquoi il faut parler de... Alors, quand il s'agit d'une charge non linéaire, ben le courant appelé par cette charge n'est pas purement sinusoïdal. Il a une forme qui ressemble à celle. Ça, c'est un exemple de courant non sinusoïdal parcourant une charge non linéaire. Ben, ce courant, même s'il n'est pas sinusoïdal, ou plutôt même s'il n'est pas purement sinusoïdal, il est périodique. Il est périodique, donc si vous rappelez votre cours de deuxième année, donc semestre 3, tout signal périodique peut être décomposé comme une somme infinie de termes en cosinus et de termes en sinus. Donc, généralement, il y a une composante continue, un fondamental et des harmoniques qui sont des multiples de ce fondamental. Alors, si je prends l'exemple que vous avez devant vous, donc, ce signal apériodique, c'est la somme du fondamental qui a la même fréquence que le signal lui-même. Donc, c'est le signal sinusoïdal, donc bien sûr une valeur efficace différente. Et puis, donc la somme de ce fondamental et d'autres harmoniques. Ces harmoniques sont des multiples du fondamental. Donc 100, 150, 200, 250 Hz, 300, etc. Alors, dans cet exemple, déjà, on va voir qu'il n'y a que les termes impairs. On va voir pourquoi. Mais de toute façon, ça, vous l'avez vu dans votre cours, qu'il y a des propriétés mathématiques qui font que, par exemple, si la fonction est impaire, les termes en cosinus sont nuls. Si la fonction paire, les termes en sinus sont nuls. Il y a encore d'autres propriétés mathématiques, telles que la symétrie de glissement, tout ça, sur lesquelles on va y revenir. Donc, il y a le fondamental et il y a l'harmonique 3. Donc, puisque le fondamental est aussi appelé harmonique 1. Donc, ici, l'harmonique 100 Hz, il n'y est pas. Donc, c'est l'harmonique paire. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je vous l'ai déjà dit. Parce qu'il y a une symétrie de glissement. Le signal, il est tantôt positif, il est tantôt négatif. Donc, voilà. Donc, et sa valeur moyenne est nulle. Donc, voilà pourquoi. Donc, c'est grâce à cette symétrie de glissement que les harmoniques paires sont nulles. Donc, 100 Hz, 200, 300, 400, etc. Alors, les harmoniques impaires, donc, il y a déjà celui-là. Et puis, il y a l'harmonique 5, donc c'est 250 Hz, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, théoriquement, il faut aller jusqu'à l'infini. Alors, l'infini en physique, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, il y a un ordre au bout duquel il faut s'arrêter. Alors, donc, ça, c'est la présentation mathématique des choses. Et donc, si je dois faire une représentation fréquentielle du signal, ou de la représentation fréquentielle, parce que ça, c'est la représentation temporelle, la représentation fréquentielle, donc je vais la représenter par des barres verticales, une barre à 50 Hz, une barre à 150, une barre à 250, et ainsi de suite. Ça, je suppose que vous savez déjà. Alors, mais c'est quoi le problème au juste? Le problème, c'est que, si vous voulez, lorsqu'il y a transmission d'une source, il y a transmission de puissance d'une source à une charge, il n'y a que le fondamental, ou généralement, en grande partie, c'est le fondamental qui intervient dans cette transmission de puissance. Les autres, c'est comme si... ils n'interviennent pas du tout dans cette transmission. Mais ils sont là. C'est tout le problème. Donc, ils sont là, il faut tenir compte. On va voir pourquoi. Alors, la chose devient encore plus compliquée, donc, mais nous, on va simplifier le problème. C'est que, si vous prenez, par exemple, sur ce schéma, vous avez donc une source ici, qui alimente une charge non linéaire. Donc, vous avez ZL ici, c'est le modèle de la ligne. Ben, puisque le courant est non linéaire, il y a la charge est non linéaire, donc il n'y a pas que le fondamental des harmoniques, ben, là aussi, on aura une chute de tension entre A et B où il faut tenir compte des composantes harmoniques. Alors, donc ça complique davantage le problème. Mais on va voir tout à l'heure dans notre exemple, enfin dans notre cas, pour simplifier, on ne va pas tenir compte, on va supposer que la tension reste sinusoïdale, ce qui est pas toujours évident. Alors, mais d'abord, pourquoi, on revient au titre, pourquoi pollution harmonique? Alors, si je prends le cas au Maroc, donc on a un producteur, ou généralement c'est le plus grand producteur, c'est l'ONE, qui produit de l'électricité. Ben, qu'est-ce qu'il produit? Donc il produit un système de tension triphasé qu'il élève à 225 kV ou 400 kV, ça on a vu pour le transport,
et qu'il transporte sur de longues distances. Sur longue distance. Alors, longue distance pour que après, donc, c'est le distributeur ou la régie qui prend le relais. Donc, l'ONE, donc, il prend le relais. Il prend le relais, qu'est-ce qu'elle fait la régie? Elle prend ces tensions et les abaisse à des tensions utilisables, donc à 60 kV, à 20 kV pour des distributions spécifiques, pour les industriels. Ça, je vous ai déjà expliqué, la partie sur la distribution, mais également pour la distribution pour le grand public, donc 230 volts, 230 volts, 400 volts. Tension simple, tension composée. Alors, le producteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai transporté ces tensions. Voilà, je me suis occupé du transport. Donc, je n'ai rien fait d'autre. La régie ou les régies, ils disent des choses pas très différentes. Ils disent, on a pris les tensions sinusoïdales et on les a distribuées. Donc, s'il y a des formations des courants, c'est pas nous, c'est pas le producteur ni les régies. Donc, c'est l'utilisateur. C'est l'utilisateur en utilisant massivement ou d'une façon très 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 importante toutes ces charges dites non linéaires, ben, il a contribué à polluer le réseau avec ces harmoniques, parce que le courant n'est plus purement sinusoïdal. Alors tout le monde connaît l'équation très très simple, le principe très simple, hein, c'est pollueur, payeur. Puisque c'est l'utilisateur qui a pollué le réseau, ben, il faut qu'il paye. Donc on reviendra sur cette question, mais j'espère maintenant que vous avez compris ce que c'est que pollution harmonique. Alors maintenant, on va voir un petit peu, on va revenir sur un certain nombre de choses, quelques notions mathématiques, mais d'abord, ce que c'est que la valeur efficace TRMS. Donc c'est la valeur efficace vraie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se méfier, mais ça c'est un peu normal, je ne vous apprends rien du tout, je vous ai dit plusieurs fois, il faut se méfier des multimètres que vous trouvez bon marché dans les magasins. Alors c'est multimètres. Ah, si le courant, enfin si vous mesurez des grandeurs sinusoïdales, il n'y a pas de problème. Mais comme donc ce ne sont pas des instruments adaptés pour faire des mesures scientifiques. Donc il faut des appareils beaucoup plus, donc des appareils tels que ceux qu'on utilise en travaux pratiques, donc les appareils ferromagnétiques, etc. Alors, donc je prends d'abord la définition, donc ça on a déjà vu, la définition de la valeur efficace du signal. Donc c'est tout simplement cette intégrale-là. Alors on sait déjà, et je pense qu'on vous a montré la chose en première année, que cette valeur efficace peut s'écrire comme étant la composante continue ou la valeur moyenne au carré, plus la valeur efficace du fondamental au carré, plus la somme des différents harmoniques. Donc, tout ce qui vient après le fondamental, ce sont les harmoniques. L'harmonique 2, l'harmonique 3, etc. Donc, bien sûr, au bout d'un certain temps, il faut s'arrêter, parce que mathématiquement, on va à l'infini, mais dans la pratique, il faut s'arrêter, lorsque la valeur ne devient plus significative. Alors, de la même façon, on définit donc ici la valeur efficace de la tension, comme étant la valeur moyenne de la composante continue au carré, la valeur efficace du fondamental au carré, plus les différents, ou la somme des différents harmoniques. Ben, tout ça, vous le savez déjà, donc je ne vous apprends rien du tout. Alors, tous ces termes-là, donc les termes qui viennent après le fondamental, sont appelés les termes harmoniques. Enfin, le courant harmonique et la tension harmonique. Donc, c'est la somme des différents termes depuis n égale à 2 jusqu'à l'infini. Alors, on continue. Alors, on définit ce qu'on appelle, pour caractériser l'importance des harmoniques dans un système électrique, on utilise un terme très très connu des praticiens qui s'appelle le TDH, le taux de distorsion harmonique, donc qui est tout simplement par définition la valeur efficace. Ah, il y a encore une définition qui est similaire, hein, donc tout ça veut dire la même chose. La somme de tous les harmoniques, donc au carré, bien sûr, il faut prendre la racine, puisque pour rester garder l'homogénéité des formules, divisé par la valeur efficace du fondamental. Donc ça, c'est pour la tension, et on applique la même définition pour le courant. Alors on va voir tout à l'heure déjà que, pour simplifier, on va supposer que la tension est sinusoïdale. Donc ça veut dire que son TDH est nul.
Alors, bien sûr, donc inutile de rappeler que le fondamental c'est 50 Hz. Alors maintenant, si on arrive aux puissances, alors les puissances, bon, P par définition c'est la puissance moyenne, c'est bien sûr la valeur moyenne du produit V de t, I de t. On montre facilement que c'est tout simplement ce terme-là, donc c'est les termes qui fait intervenir la composante continue, plus tous ces termes-là, donc le fondamental, qui est le premier harmonique, le deuxième harmonique, le troisième harmonique, et ainsi de suite. On s'arrête à l'ordre n. De la même façon pour la puissance réactive. Par contre, la définition de la puissance apparente, c'est la valeur efficace de la tension multipliée par la valeur efficace du courant. Prenons les deux définitions. Alors, bien sûr, en présence d'harmonique, on n'a plus l'équation S carré égale P carré plus Q carré, donc ça c'est le cours de première année, et on introduit une autre puissance appelée puissance déformante, et on va avoir cette somme-là, c'est que S carré est égal P carré plus Q carré plus D carré. Alors P, inutile de rappeler l'unité c'est le watt, la puissance réactive c'est le var, par contre la puissance déformante c'est le volt-ampère déformant. Alors si schématiquement, par rapport à ce qu'on sait déjà, on a ici donc par exemple lorsque tout est sinusoïdal, donc on a la puissance active, la puissance réactive, et pour trouver la puissance apparente, c'est tout simplement, il faut appliquer le théorème de Pythagore. Donc c'est P carré plus Q carré, il faut prendre la racine bien sûr. Alors dans le cas, lorsqu'on a des harmoniques, c'est-à-dire lorsqu'on a des charges non linéaires, alors on introduit une autre puissance déformante. Donc on ne va plus travailler dans le plan, mais on travaille dans un espace à 3 dimensions. Donc on n'a plus un triangle, mais un parallélépipède. Donc on a la puissance active, la puissance réactive qui est donc sur le même plan, donc ce plan perpendiculaire à D, une puissance déformante. Donc bien sûr, il faut faire la somme vectorielle de tous ces vecteurs-là, qui nous donne la puissance apparente. Donc conclusion de tout ça, c'est lorsque les tensions et les courants sont purement sinusoïdaux, on n'a pas de problème d'harmonique, donc très simplement S carré égale P carré plus Q carré. Mais par contre, s'agissant de charges non linéaires, ce qui est très très fréquent aujourd'hui, donc on n'a plus l'égalité S carré égale P carré plus Q carré, mais on introduit un terme appelé puissance déformante. Et le facteur de puissance par définition, c'est la puissance active divisée par S. Alors vous m'excusez ici, mais il y a une racine que j'ai oubliée, donc il faut rectifier s'il vous plaît. Donc S, c'est tout simplement racine carrée de P carré plus Q carré plus D carré. Vous rectifiez s'il vous plaît. Alors en régime purement sinusoïdal, on sait très bien que le facteur de puissance, c'est ce que vous appeliez cosinus phi. Par contre, lorsque en présence d'harmonique, on a un facteur de puissance qui est inférieur à cosinus phi. Donc déjà, on sait, maintenant vous le savez, que le facteur de puissance n'a rien à voir avec cosinus phi. Donc ce que les gens appellent par abus de langage cosinus phi, le problème du cosinus phi, donc ça n'a rien à voir en réalité, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est un problème plutôt de facteur de puissance. C'est le terme qui convient. Alors, on va concrétiser tout ça par un exemple très très simple. On va prendre un dipôle donc, alimenté par une tension sinusoïdale. Donc déjà, pour simplifier les choses, ça veut dire que la tension V de T a une seule composante fréquentielle, c'est la composante du fondamental. On suppose également que le courant, même s'il n'est pas sinusoïdal, il possède une composante continue non nulle. Alors, par exemple, donc, si vous revenez au chapitre sur le redressement non commandé, donc il y a ce fameux courant qui parcourt le secondaire du transformateur et qui a une forme qui n'est pas du tout sinusoïdale. Bien sûr, donc il y a forcément une composante fondamentale et des composantes harmoniques. Alors, par définition, donc je reprends la définition du courant, de la valeur efficace, donc c'est le fondamental plus la somme des harmoniques. Alors, je fais sortir le terme I1, le fondamental, donc j'ai I1 plus ce quotient-là, et je reprends la définition, bien sûr, du TDH du courant, donc bien sûr, ce terme-là n'est autre que le TDH au carré du courant. Alors,
bien sûr, la tension purement sinusoïdale, donc tous les termes harmoniques sont nuls. Ça veut dire que si vous revenez à la définition de la puissance active, il n'y a que justement que le terme fondamental qui intervient au niveau de la puissance active et également au niveau de la puissance réactive. Alors, donc P cette fois, c'est VI1 cosinus Φ1 et Q VI1 sinus Φ1. Alors, si on est en triphasé, il faut multiplier par 3, c'est boucheron. Très bien. Par contre, alors Φ1 n'est autre que le déphasage. Attention, c'est très important. C'est le déphasage du fondamental par rapport à la tension V. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec le facteur de puissance. Alors bien sûr, si les grandeurs sont purement sinusoïdales, ce déphasage-là, c'est aussi le facteur de puissance. Alors ici, on applique la définition bête et méchante de la puissance apparente. Donc c'est la valeur efficace de la tension multipliée par la valeur efficace du courant. Donc je reprends la définition, je fais sortir I1, donc ça me fait tout ça. Or, D, c'est tout simplement S carré moins la somme P carré plus Q carré. Donc S carré, je remplace en expression par c'est VI1, racine de 1 plus DTH au carré, le tout carré, moins P carré plus Q carré. Donc vous revenez ici, P carré plus Q carré, ça fait V carré, I1 au carré. Voilà, très bien. Alors, vous avez ici un terme VI1 au carré, vous avez ici un terme VI1 au carré, donc je peux faire comment dirais-je, en facteur, donc ça fait V carré I1 au carré, 1 plus TDH le tout au carré, enfin racine de 1 plus TDH au carré, ça fait 1 plus TDH au carré, moins V carré I1 au carré. Donc, le terme là, il s'en va, qu'est-ce que je garde, puisque je peux faire sortir VI1 de la racine, donc ça fait VI1 TDH. Alors, et le terme I1 TDH, ce n'est que la somme des harmoniques du courant CIH. Alors donc déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, ces harmoniques de rang n supérieur à 2 ne jouent aucun rôle dans le transfert de la puissance active. Et D, par contre, ça c'est important, est directement lié à la présence des harmoniques. Alors maintenant, si j'applique la définition du facteur de puissance, alors c'est tout simplement la puissance active, V1 cosinus Φ1 divisé par S, donc je remplace ici S par son expression, c'est VI1 racine carrée, donc ça simplifie, qu'est-ce que je garde? Je garde cosinus Φ1 plus 1 plus racine de 1 plus TDH au carré. Alors, je reprends pour simplifier. Alors, DPF, c'est ce qu'on appelle le facteur déplacement. Alors, je reprends quelque chose que on sait déjà. Si je suppose que et le courant et la tension sont purement sinusoïdaux, ça veut dire que ce terme-là est nul. Et donc là, je reprends quelque chose que vous savez déjà, à savoir le facteur de puissance, c'est tout simplement cosinus. Donc, par contre, puisque le courant n'est pas purement sinusoïdal, donc il y a un TDH qui intervient. Donc ici, j'ai oublié de mentionner qu'il s'agit du TDH du courant. De toute façon, on a supposé que la tension est pratiquement sinusoïdale. Alors donc, on voit très bien ici, malheureusement, c'est comme ça, c'est ça ce qui est très gênant, c'est que si le TDH augmente, alors vous avez malheureusement un facteur de puissance qui diminue. Alors, vous pouvez avoir un cosinus Φ1 quasiment égal à 1, où vous avez l'air d'être très content, mais si le TDH est très grand, ben vous avez tout simplement votre facteur de puissance qui peut chuter jusqu'à moins de 0,5. Autrement dit, un facteur de puissance très très moyen. Alors, si je reviens à cette notion de facteur de puissance, donc rappelez-vous s'il vous plaît que durant le cours du semestre 3 sur le redressement recommandé, j'avais présenté deux montages typiques, le P3 et le PD3. Et si vous vous rappelez, donc, le P3, qui est simple à réaliser, mais par contre, il possède un facteur de puissance très moyen. C'était 0,675. Par contre, le PD3, il possède un facteur de puissance très très bon. C'est 0,955 si mémoire est bonne. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez un petit peu, vous revenez, vous avez la forme du courant dans le secondaire du transformateur. C'est vrai, il n'est pas sinusoïdal, mais elle supporte ou elle prend en elle tout le fondamental. Donc, elle a une forme très très proche du sinusoïdal. Alors, maintenant, quels sont ces problèmes liés à la présence de ces harmoniques?
Alors vous avez déjà des effets dits immédiats, donc à très très court terme, donc un facteur de puissance qui diminue, c'est puissance des moteurs qui diminue, c'est un rendement qui diminue. Malheureusement, lorsqu'on va dimensionner les câbles, on tient compte, donc la section, il faut tenir compte de la valeur efficace du courant qui parcourt le câble et non pas la valeur efficace du fondamental, donc on va avoir un surdimensionnement du câble. Alors, si on a une présence significative des harmoniques, donc on a une sorte d'instabilité mécanique, on a un bruit très très gênant du moteur, le réseau il perd de ses performances, les préactionneurs perdent également de leur stabilité, notamment les contacteurs, etc. Et on a une perturbation du système électrique, par exemple, y compris de l'éclairage. Donc on peut avoir un effet sur l'éclairage, une sorte de scintillement, donc ce scintillement qui devient très très gênant pour l'œil humain. Alors, ça c'est à court terme. Par contre, à moyen et long terme, donc on a, c'est normal, une réduction de vie des machines, donc l'investissement pose problème, une détérioration des batteries, la durée de vie également des transformateurs. Ben, les isolants vont vieillir parce que les conducteurs sont parcourus par des courants importants. Ben, tout ça, ça a un impact très très important sur la maintenance. Donc il y a un coût à supporter. Alors, qu'est-ce qui est supportable maintenant? Qu'est-ce qui est supportable? Ben, supportable, il y a un aspect normatif, il faut pas. Alors, tant que le TDH du courant d'attention est inférieur à 5%, et le TDH sur le courant inférieur à 10%, ce qui est par exemple le cas généralement, même au niveau industriel, la plupart des variateurs de vitesse, je suppose, les effets sont relativement négligeables. Alors, les choses commencent à se compliquer, par exemple, à partir d'un TDH au-delà de 5%, et lorsqu'on a un TDH surtout du courant, entre 10 et 50%. Donc là, il y a une pollution très très significative et des effets très nuisibles. Par contre, au-delà de 50% sur le courant, là, ça devient très très grave et on peut avoir des dysfonctionnements très très importants des appareils électriques. Alors, il y a un terme, de temps en temps j'en parlais, mais pas beaucoup, c'est l'harmonique 3. Alors cette harmonique 3, c'est-à-dire le 150 Hz, il a une singularité. Donc je vais revenir dans une autre vidéo pour expliquer cette singularité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si ta harmonique 3 dépasse le TDH de l'harmonique 3 dépasse 15%, ben c'est que le courant dans le neutre ne va pas être négligeable. Et il peut atteindre, je ne sais pas, mais pas carrément, 1,5 fois, voire plus le courant nominal, ou le courant qui circule dans une phase. Ce qui est très 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 gênant. Parce que normalement, si tout se passe bien, le courant qui circule dans le neutre est quasiment nul. Alors donc, comme je viens de dire il y a 5 minutes, donc je vais revenir dans une autre vidéo sur cette harmonique 3 et sa singularité. Alors maintenant, le problème est là, il faut le remettre, parce qu'on ne peut plus revenir en arrière et revenir à l'ère des lampes à tungstène, se passer des variateurs, se passer des LED, se passer des téléphones portables, etc. Donc on ne peut plus se passer ce genre de choses. Donc il faut trouver des solutions techniques. Alors, la solution technique, il y en a deux, pour les simplifier, pour les résumer. Une première, c'est tout simplement le filtrage. Donc ici, par exemple, on a une cellule donc il faut filtrer ces harmoniques. Donc un exemple ici, très très simple, c'est une cellule LC. Donc il faut calculer les valeurs de L et de C pour se séparer d'un harmonique donné. Donc, parce qu'ici, on ne peut pas se séparer de tous les harmoniques. Mais généralement, on va voir, il y a un TD sur lequel je vais revenir. Donc par exemple, c'est l'harmonique 3 qui pose problème. Donc c'est tout simplement un filtre passif, qui n'est pas facile à réaliser, il faut le reconnaître. Il y a une solution qui est de plus en plus utilisée par les industriels, notamment dans les pays industrialisés, c'est ce qu'on appelle des filtres actifs. Alors qu'est-ce que c'est que ces filtres actifs? Ces filtres actifs vont mesurer les courants absorbés par la charge, ils vont faire une sorte de DSF,
et ils vont générer sur le réseau des courants qui ont les mêmes fréquences harmoniques, mais en opposition de phase pour pouvoir les annuler. Donc voilà donc ce qu'on va voir normalement. Donc ça suppose que j'ai donc le courant de charge qui n'est pas sinusoïdal ici. Donc je vais générer, enfin plutôt le filtre actif va générer des courants qui ont une amplitude quasiment égale ici, donc ici par exemple à ces différents harmoniques, le premier, le 3, etc. Mais en opposition de phase pour pouvoir les annuler et ne garder finalement que le terme fondamental pour... alors ça c'est bien sûr, ces filtres sont relativement coûteux, hein, donc c'est... Voilà, je sais pas, mais le prix doit avoisiner facilement au-delà de 20 000 dirhams. Hein, donc je parle d'un filtre professionnel, je veux dire industriel. Donc voilà pour en résumé pour ce chapitre. Donc je vais revenir sur dans une autre vidéo pour faire quelques exercices. Donc deux TD, ça sera largement suffisant. Donc en attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.